Bonjour et bienvenue à Première Ligne, la série balado du Réseau 1 Québec. L'endroit où la voie de la recherche et la clinique se rencontrent. Je suis votre animatrice, Dr. Emma Glaser. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Je suis clinicienne, chercheur et parfois aussi patiente. Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode balado du Réseau 1 Québec. Je m'appelle Dr. Emma Glaser, je suis votre animatrice. Aujourd'hui, on va parler du top du foie. Notre objectif, c'est de faire un peu de lumière sur un sujet controversé de la stéatose hépatique. Aujourd'hui, pour parler de ce sujet, je suis très heureuse d'avoir Dr. Samuel Boudreau. Allô, Samuel? Allô, Emma. Ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est parlé, hein? La dernière fois, c'était pour le top du pot, fait qu'on reste dans nos tops. Dans le top du foie. Ouais, top du foie. C'est une continuité. Fait que c'est ça, moi, je suis éditeur pour Top MF. Fait que c'est toujours content de faire une collaboration avec toi, là. Puis on espère que ça va être bien utile pour nos auditeurs. Je suis aussi médecin de famille. Je suis directeur du programme de médecine familiale à l'Université Laval. Super. Puis on a une autre collaboratrice avec nous, Angie Chen. Allô, Angie? Bonjour! Bonjour, salut! Je me présente, moi je suis résidente en médecine familiale au GMFU Jardin-Roussillon. Je suis vraiment contente de me joindre à l'équipe pour ce top. On va commencer, comme d'habitude, avec un cas. Monsieur Marshall, 51 ans, vient vous voir 3 semaines après avoir été hospitalisé pour un syndrome coronarien aigu. Ses antécédents, HTA, obésité, IMC 45, fume pas, mais il consomme 15 bières par semaine et ne prend pas de drogue. Lui, c'est pas un poteux. Il est inquiet car un médecin à l'hôpital lui a dit qu'il avait un foie gras. Sur le sommaire d'hospitalisation que vous avez reçu, ça parle d'une stéatose hépatique modérée à l'échographie abdominale. Il s'agit d'une découverte fortuite suite à un angioscan effectué à sa présentation à l'urgence pour douleur thoracique. Monsieur Marshall est asymptomatique au niveau gastro-intestinal. Il n'a passé aucun autre test sanguin au niveau hépatique. Il n'y a pas de facteur de risque, pas de voyage, en couple stable depuis 5 ans, pas de prise de drogue. Qu'est-ce qu'on fait avec Monsieur Marshall? C'est une bonne question, hein? Tu sais, c'est un sujet, justement, on parle, c'est un peu controversé, on est un peu dans un... Quand on parle de stéatose, c'est un peu comme un flou, hein? Un flou de données, c'est controversé. Pourquoi c'est controversé? Ben, c'est parce que, justement, il n'y a pas rien de solide, puis là, les gens sont un peu, des fois, dans les émotions, dans les opinions. Fait que ça va être, je pense, un bon sujet à parler. Fait que, Angie, pourquoi est-ce qu'on devrait se soucier, finalement, de ça, la stéatose hépatique, tu penses? Ben, on devrait s'en soucier parce que le cas de M. Marshall, c'est vraiment très commun. Je l'ai vécu moi-même plusieurs fois et c'est quelque chose qu'on voit très fréquemment en première ligne. Tout à fait. Puis, tu sais, au niveau de la prévalence ou l'épidémiologie, là, on parle à peu près quasiment un tiers des gens là, qui ont ça. Là, ça, c'est des données qui viennent des États-Unis. Là. Ça dépend des endroits. Ils disent 25 à 45. Puis, dans certaines des lignes directrices qu'on a sorties, on parlait d'à peu près 25-30% des adultes. Ça, c'était aux États-Unis, mais on s'entend qu'au Canada, ça doit se ressembler quand même pas mal. Premièrement, c'est énorme. Hein? 25% ou un tiers des gens qui ont une stéatose hépatique, c'est énorme. Mais au-delà de ça, pourquoi on s'en soucie? Ben c'est ça. Pourquoi on s'en soucie? Ben c'est parce que ça peut évoluer. T'sais. Si ça restait toujours en stéatose hépatique, il n'y a personne qui se soucierait de ça. Fait que c'est une cause de plus en plus fréquente de cirrhose, les cirrhoses qu'on va appeler NASH. En anglais, quand vous lisez, on parle souvent des NAFLD, fait que les Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Puis ça va faire de la fibrose va devenir de la cirrhose. C'est sûr que c'est pas tous les patients qui ont une stéatose hépatique. Là, dans ce qu'on a trouvé un petit peu comme prévalence, si on part d'à peu près 25% des gens qui ont une stéatose hépatique, il va y en avoir à peu près 25% de ces gens-là qui vont finir par développer le NASH, là, la maladie de stéatohépatite. Puis de ces 25% avec le NASH, il va y avoir un autre 25% qui va faire de la fibrose. Puis de ces 25% qui vont de la fibrose, là, ben, il va y en avoir un 5% qui va faire une cirrhose finalement. Fait qu'au total, sur les 30%, il y en a peut-être 1 ou 2% qui vont développer une cirrhose en absolu. Mais quand même, c'est une cause qui est de plus en plus fréquente. Là, c'est ce qu'on va voir.
Puis dans le fond, ça commence à être une des causes les plus fréquentes de transplantation de foie et d'hépatocarcinome. Donc, c'est pas tout à fait à côté à l'hépatite C, mais presque. Fait que c'est pour ça qu'on s'en soucie de plus en plus, maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce Ouais, qu'on ça. fait? Bien, premièrement, là, dans notre cas de M. Marshall, lui, on l'a vu sur une imagerie, mais avant même ça, est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait dépister dans la population? Angie, t'en penses quoi? Penses qu'on devrait dépister ça? Qu'est-ce qui vous montre là, quand t'es résidente? Là? Ben, pour que quelque chose, une maladie ait un dépistage, il faut avoir un bon traitement, etc. Puis c'est pas vraiment le cas de la stéatose hépatique. Donc, de façon générale, moi, je l'ai jamais dépisté en première ligne. Puis d'ailleurs, dans les guidelines américains, ils recommandent pas un dépistage universel, mais c'est sûr que certaines personnes sont plus à risque, comme lorsqu'ils présentent du diabète de type 2 ou un syndrome métabolique. Je sais pas si, Dr Boudreau, vous pourrez développer un peu sur ça. Ben c'est sûr. Puis tu sais, tu l'as nommé, hein, pour qu'un dépistage soit efficace, il faut que ça serve à quelque chose. Tu sais, c'est quoi les bénéfices à dépister? Ça, on n'a vraiment pas de données là-dessus. Puis un peu comme dans tout dans la vie, il faut se demander, ouais, c'est bien beau tester, mais qu'est-ce que ça va changer à notre conduite finalement en pratique? Puis quand on n'est pas capable de répondre à cette question-là, ben souvent, c'est parce qu'on est dans la surmédicalisation, puis on est dans la surutilisation, puis dans quelque chose qui est non justicieux, non pertinent. Puis en gros, tu sais, je pense que pour les facteurs de risque, là, si on retient là, l'essentiel, là, je dirais que c'est très associé avec l'obésité. Là. Ça, je pense qu'il n'y a personne qui va être surpris de ça. Puis un peu tout ce qui va avec l'obésité. Là. Fait que le syndrome métabolique, la résistance à l'insuline, le diabète de type 2, là. Puis tu sais, même dans certaines ressources qu'on a lues, c'était 75% des patients diabétiques qui avaient une stéatose hépatique. Là. Fait que c'est des diabètes de type 2. Là. Ce qui est intéressant, nous avons trouvé un article, le type d'article que j'aime beaucoup, là, c'est un article qui comparait 5 différentes lignes directrices. Schattenberg 2021, puis on va vous mettre toutes les ressources dans les show notes. Donc, on a regardé 5 différentes lignes directrices, des lignes directrices qui sortent de l'Europe, de l'Angleterre, de l'Asie, Italie, États-Unis. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé aucune ligne directrice canadienne dans nos recherches. Et on comparait les différentes lignes directrices. Et ce qui est intéressant, c'est que les lignes directrices, bien évidemment, ne s'entendent pas. Et ça, on voit ça souvent dans les cas où est-ce que les données probantes, donc les essais cliniques et les études de cohorte et autres sur lesquelles ces lignes directrices se basent, ne sont pas de très bonne qualité. Ce qu'ils s'entendent pour dire, c'est qu'on ne devrait pas faire un dépistage universel. Oui, ça, c'est clair. Là, ensuite, est-ce qu'on devrait dépister des personnes à risque? Fait qu'on vient de les mentionner, obésité, diabète de type 2. Il n'y a pas de consensus dans les lignes directrices, puis c'est ça qui est intéressant. Puis même dans nos propres lignes directrices, là, on a une ligne directrice Obésité Canada qui vient de sortir. Est-ce qu'on devrait faire l'ALT au choix du médecin? Alors, déjà là, on voit un peu la non-clarté dans les lignes directrices. Bon, ben, on n'est pas sûr qui on dépiste. Pas grand monde, ou peut-être des gens avec des facteurs de risque. Mais là, si on dépiste pas des gens, chez qui on fait une démarche diagnostique, pourquoi on commence à regarder la stéatose hépatique de prime abord? Il y a le classique, l'incidentalome, un peu dans notre cas clinique, le patient qui revient de l'urgence ou d'une hospitalisation et il a subi une imagerie, une échographie abdominale et ça a été découvert. Et là, il y a une note au médecin de famille à suivre en externe. Sinon, une autre façon que c'est dépisté, si on veut, c'est sur un bilan hépatique, simplement un ALT élevé. Et là, on commence à chercher une cause pour expliquer cette élévation. Oui, parce que c'est la cause la plus fréquente, en fait, d'ALT qui ne s'explique pas vraiment parce que, bon, on s'entend qu'on ne demande pas toujours des ALT parce qu'on suspecte une hépatite, là, tu sais. Souvent, c'est dans un bilan quelconque, dont Obésité Canada, que tu as parlé un petit peu tantôt, Emma, là, qui ont abordé le sujet. Parfois, c'est un petit peu un cercle vicieux de Choosing Wisely. J'ai des collègues qui font des ALT lorsqu'ils commencent des statines parce qu'il y avait des lignes directrices dans le passé qui disaient qu'il fallait faire ça. Là, les autres lignes directrices disent de ne pas faire ça. Mais si tu commences à faire des ALT parce que tu as prescrit des statines, là, tu trouves un ALT élevé, là, tu dois aller poursuivre. Pourquoi? Donc, il y a un cercle vicieux de choisir avec soin un petit peu, je trouve, qui arrive beaucoup avec la stéatose hépatique. Fait que c'est sûr, tu sais, c'est pas... quand tu dis
cercle vicieux de choisir avec soin, c'est pas choisir avec soin en fait, c'est plus le contraire, justement, c'est plus ce qu'on essaie de vaincre avec la campagne de choisir avec soin, tout ce qui est de la surutilisation, finalement. Puis ce qu'on oublie, c'est que les tests, quand on les fait dans des conditions où il y a une faible prévalence dans une population asymptomatique, exemple, ben vous allez avoir une mauvaise performance du test. Le test va faire beaucoup plus de faux positifs, même quand c'est des bons tests, parce que la prévalence elle a un gros impact sur la valeur prédictive positive et négative du test. Fait que ça, c'est quelque chose à considérer. Fait que si on parle vraiment du diagnostic là, de stéatose hépatique, hein, ce qui est reconnu un peu, puis dans ce que tu as parlé comme justement article là, tout à l'heure, Emma, ce qu'on parlait, c'est que ça prend 3 choses pour parler d'une stéatose hépatique. Il faut, qu'on l'aille retrouver à quelque part, fait que souvent à l'imagerie, mais aussi à la biopsie, tout d'un coup que quelqu'un aurait comme une biopsie puis qui montrerait comme de la stéatose au niveau du foie. Il faut aussi qu'on exclue les autres causes. C'est un peu comme un diagnostic d'exclusion, là, parce que boire de l'alcool de façon trop fréquente, ben ça peut faire aussi une stéatose hépatique qui ne sera pas considérée de la même façon. Puis il faut qu'on exclue aussi tout ce qui est maladie chronique du foie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comme on a notre cas de M. Marshall, lui, on l'a vu à l'imagerie. Pour vrai, quelle évaluation on fait pour ce monsieur-là? Bien, c'est une bonne question, parce que là aussi, c'est ça, tu sais, quand tu regardes chaque ressource, il va y avoir des bilans plus ou moins complets. Puis ce qu'il faut se poser, ben, c'est est-ce qu'on devrait faire un bilan justement hépatique à tous ces patients-là élargi? En fait, la question qui me brûle dans mon corps, c'est est-ce qu'il faut faire un céruloplasmine à tout le monde avec un ALT élevé qui est obèse? Ben c'est sûr. Tout le monde devrait avoir une céruloplasmine une fois dans sa vie. Là, c'est sûr que ça prend ça. Mais pour vrai, on fait des blagues, mais honnêtement, moi, en début de pratique, puis je suis pas si loin de mon début de pratique, dès que j'avais des stéatoses hépatiques sur une imagerie, je faisais un work-up pour exclure toutes les causes secondaires, parce que là, on vient de dire, dans le diagnostic, il faut que tu exclues les causes secondaires. Et dans les causes secondaires, tu as la maladie de Wilson qui est extrêmement rare. Donc, je faisais le bilan qui est proposé dans l'article de Médecins du Québec, que je rappelle, le Médecin du Québec c'est pas une ligne directrice, c'est des gens qui ont cogité, qui ont mis les études ensemble, comme on fait ici au podcast. Fait que vous pouvez suivre le Médecin du Québec, vous pouvez suivre ce qu'on va dire sur le balado, mais on vous invite à réfléchir puis à penser aux données probantes. Mais je faisais le work-up complet proposé et là, je me suis commencé à dire, mais non, ça a pas de bon sens, je fais trop souvent des céruloplasmines pour une maladie qui est hyper rare. Mm-hmm. Et je pense que j'ai beaucoup de collègues qui ont cette question-là, puis dans ce que j'ai vu dans les lignes directrices qu'on a lues, il n'y a pas de réponse claire. Il n'y a pas de réponse claire parce qu'il n'y a pas de données là-dessus, tu sais, c'est toujours la même chose. Fait que, est-ce que vous allez trouver beaucoup de maladies de Wilson avec des stéatoses hépatiques de découverte fortuite? Ben, on le sait, c'est quoi la réponse? On sait que c'est non, là, parce que tu l'as dit, c'est rare. Mais en même temps, c'est ça. Y a-t-il d'autres façons de diagnostiquer une maladie de Wilson? Pas tellement. Ceci dit, si c'est clair, net et précis, que tu regardes le dossier, que c'est assez franc que tu as une cause, même si, comme dans ce cas-ci, c'est un patient qui avait quand même un IMC à 45 et qui buvait de l'alcool, la maladie de Wilson va encore diminuer encore plus de probabilité. Puis quand on en parlait, déjà que c'est à faible probabilité, ça se peut très bien que tu vas juste augmenter tes chances d'avoir un faux positif. C'est un patient qui est âgé aussi. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de place à avoir une décision partagée là, dans ces cas-là, à l'individualiser avec le patient, à voir jusqu'où ce qu'il veut se rendre là, dans ces tests-là. Est-ce que c'est une obligation? Je pense que c'est assez clair que la réponse est non. Est-ce que ça ne sera jamais quelque chose de pertinent? Mais encore une fois, on ne peut pas dire ça aussi. Là. Fait qu'on est vraiment dans des zones de gris. Zone de gris égale décision partagée. Est-ce que, dans votre expérience, les consultants ont demandé ce bilan complet? Oui, mais est-ce que c'est nécessairement la bonne chose à faire?
Moi, j'ai une expérience qu'un résident dans mon UMF a demandé le bilan complet. Il y a quelque chose qui est devenu positif. Il l'a envoyé en gastro, puis la gastrologue a fait « Ah, pourquoi t'as demandé ça? » Ben, c'est facile à dire quand tu l'as, justement, parce que c'est toujours ça. Tu le regrettes toujours après. Tu dis « Ah non, une cérémoplasmine positive. » Ben, ça m'est jamais arrivé, puis je pense que ça m'arrivera jamais, là. Mais tu sais, d'avoir un test positif, tu fais « Ah, c'était pas si pertinent que ça, finalement, hein? » Mais si tu te poses ça après, pose-toi la question avant aussi, là. Mais pour les gens qui nous écoutent, qui veulent une recette tout cuit dans la bouche, je suis vraiment désolée. On a lu beaucoup de choses, ça n'existe pas. Ça n'existe pas des recettes. Ça vaut la peine de réfléchir aux médicaments qui peuvent causer une stéatose hépatique. Donc, il y a certains médicaments. Oui, exemple, les antipsychotiques, les corticostéroïdes, les antiviraux, etc., l'amiodarone, pour en nommer quelques-uns. Tamoxifène aussi. Ouais, tamoxifène, Epival, méthotrexate. ouais. Fait que ça vaut la peine, mettons, de faire une histoire. Ça. Les histoires, ça nous coûte rien. Hein? Puis une histoire de quelqu'un qui a des facteurs de risque pour faire une hépatite C. Moi, je vous avoue que dans ma population que je traite, j'ai quand même pas mal d'hépatite C, fait que je la fais presque tout le temps. Beaucoup de demandeurs d'asile, d'immigrants, puis une histoire alcool. Puis chez nos femmes enceintes, il y a des causes d'ALT élevées qu'il faut définitivement réfléchir. Fait qu'on peut faire une histoire, on peut regarder ces choses-là. Puis là, ensuite, on décide qu'est-ce qu'on fait dans le bilan. Puis ça va dépendre bien gros du patient que vous avez devant vous, puis ses valeurs et préférences. Puis tu sais, si vous considérez quelque chose dans le bilan, est-ce que ça vaut la peine de faire des AST de plus que des ALT? Tu sais, c'est une des analyses de laboratoire que l'INES demande de ne pas faire maintenant, là, ne recommande pas. Il n'y a pas vraiment de plus-value. C'est pas quelque chose qui va vous donner plus d'informations pour votre patient. Fait que si vous voulez voir est-ce qu'il y a cytolyse, ben, un ALT va être suffisant. Une fonction hépatique avec une BD pourrait être considérée. Tout ce qui est, tu as parlé d'hépatite C, mais ça peut être l'hépatite B aussi à considérer dans certains cas. Sinon, bon, la cérémoplasmine, on en a parlé. Tout ce qui est métabolique est souvent un peu nommé là, dans ce genre de work-up-là. Ce qui est clair, tu sais, quand tu as parlé de l'article dans le Médecin du Québec, là, dans cet article-là, parlait de faire tout ce qui était aussi auto-immun, là, fait qu'un facteur antinucléaire, une CRP, ces choses-là. Tu sais, moi, dans ce que j'ai lu, là, c'est clair, net et précis que tout ce qui est hépatite auto-immune ne fait pas de stéatose hépatique. Fait que c'est pas une présentation typique. Fait que vous pourriez l'enlever de votre bilan, là, ça, là, sans perdre absolument rien de valeur. Puis là, ben, l'écho. Si vous n'avez pas d'écho, tu sais, des fois, justement, moi, je donne l'exemple j'ai un patient cette semaine qui a passé des prises de sang par son employeur. Je pensais même plus que ça existait, là, mais qui s'est fait dire, va voir ton médecin de famille parce que tu as quelque chose. Puis là, finalement, j'ai ses résultats, puis c'est un ALT qui est augmenté là, dans le coin de 90, là, pas tout à fait 2 fois la limite supérieure, avec une BUI normale. Je le savais déjà. Il y avait déjà eu d'autres prises de sang par son employeur encore. Un peu la même chose. Ça fait au moins 2 ans qu'il est comme ça. Il n'y a pas d'écho encore à son dossier. C'est un patient qui a de l'obésité, qui boit un petit peu plus d'alcool que la normale, disons. Fait que c'est ça. On a considéré de juste continuer à faire notre traitement pour essayer de faire perdre un peu de poids. Fait que vous n'avez même pas fait un écho. Non. J'avoue que jeune médecin en pratique, j'aurais de la misère à même ne pas faire l'écho. Ben, en même temps, qu'est-ce qui va changer ton écho? Absolument. Absolument, je suis d'accord. Des fois, l'écho peut nous servir si on voit une stéatose sévère ou déjà des signes de fibrose, ça peut être aidant. Puis sur le point de AST, ben, je trouve ça intéressant parce que je diffère un peu. En fait, je suis d'accord que l'INES nous recommande de plus faire l'AST, puis comme résidente, je ne faisais plus de AST. Et là, comme patron, j'ai recommencé à en faire parce qu'il y a certains scores qu'on utilise là, dans la prochaine étape dans la discussion, mais je vais nous amener là tout de suite. Mais il y a certains scores comme le FIB-4 ou le NAFL score qui peuvent nous aider à dire est-ce que surtout en fait dire ces patients n'évoluent pas tout de suite vers une fibrose. En fait, sont surtout utiles de cette façon-là. Et dans ces scores-là, l'AST est inclus. Alors, personnellement, j'ai un peu de misère à ne pas faire d'AST parce que je fais un bilan,
pour calculer un score FIB-4 ou NAFL score. Ouais. Ben, c'est sûr, j'ai vu aussi ces scores-là. J'avoue que versus un fibroscan, disons, ça n'aura pas nécessairement d'avantage. Puis, la plupart des lignes directrices vont recommander plutôt de faire un fibroscan qui est le test de la stance du foie, là, si vous voulez vraiment voir c'est quoi le risque d'avoir une fibrose. Ceci dit, est-ce que je me rends là? Dans la plupart des cas, la réponse c'est non. Parce que de toute façon, on va y venir, là, mais le traitement, c'est pas compliqué, là. Fait qu'est-ce que ça va vraiment faire en sorte que mon patient va plus se prendre en main, d'avoir comme un résultat de test de ce côté-là? Ce qu'on a comme données dans la littérature, c'est que pas nécessairement, là. Fait que c'est quelque chose à parler. Puis j'ai certains patients qui disent, écoute, si vraiment j'ai quelque chose de sévère, je pense que ça va me donner un petit coup de pied, let's go, on y va, puis on se lance là-dedans, là. Mais d'autres qui me disent, ben écoute, je le sais qu'il faut que je perde du poids, sincèrement, puis c'est pas ça qui va changer ma conduite. Fait que... Mais oui, les scores, tu veux-tu en parler un petit peu, Emma? Tu veux-tu comme... Parce que c'est vrai, c'est des scores complexes. Tu sais, ça te prend pas juste un AST, là. Ça te prend aussi un albumine, ça te prend aussi des plaquettes. Ça dépend lequel tu fais. Fait que si tu fais le FIB-4, il est assez simple. ALT, AST, plaquette. Ça, je trouve ça... Ben, ça te prend une formule sanguine, quand même, qui est quand même... Mais oui, il faut que tu fasses la formule sanguine. Le NAFL score, il est quand même beaucoup plus complexe. Il y a plus de choses. C'est des scores qui ont été évalués... d'abord pour l'hépatite C, pour voir qui allait évoluer vers une fibrose. Puis justement, ces scores, lorsque c'est des scores dans le côté négatif, ça nous rassure, mais quand ça devient intermédiaire ou élevé, là, on ne sait plus. Puis dans certaines lignes directrices, dans le fond, ce qu'ils vont recommander, ça va être de faire le score de FIB-4, puis si tu as un score intermédiaire, bien ensuite, tu vas faire une élastographie ou un fibroscan ou quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, tu vas référer en spécialité. J'avoue que dans mon CIUS, en tout cas, l'accès au gastro pour des choses comme ça est pas si facile que évident. ça. Non, tout à fait. Ces gens-là, ils finissent, dans ma pratique, à être sur des listes d'attente de voir des gastros, puis je pense qu'ils attendent longtemps. C'est la même chose pour nous aussi, là, tu sais, dans ma région, il y a un fibroscan, c'est dans une clinique privée, c'est le gastro-entérologue qui fait les suivis pour les hépatites C, parce que c'est beaucoup là que ça a été étudié. Puis au final, c'est ça, il faut que tu demandes une consulte avant d'avoir ton fibroscan. Fait que tu sais, c'est pas nécessairement si facile que ça, tu sais, ça fera pas de l'utilisation pertinente, là, souvent des ressources, là, tu sais, ça s'en va souvent dans une roue d'en faire plus. Fait qu'une fois qu'on l'a diagnostiqué puis on l'a stratifié de nos façons peut-être non efficaces et avec peu de données, comment qu'on traite ces gens-là? Ben, on en a déjà parlé, mais dans le fond, le traitement, c'est pas sorcier. C'est la perte de poids, l'activité physique, une prise en charge nutritionnelle. Donc, vraiment des changements d'habitude de vie de base. Il y a d'autres choses qui ont été suggérées, des molécules. Donc là, on rentre un peu dans le pharmaco, mais les molécules qui ont été suggérées sont pas miraculeux, mettons. Non, vraiment pas. En fait, le médicament le plus étudié là, dans la stéatose hépatique, là, puis qui est le plus recommandé dans les lignes directrices, là, c'est le pioglitazone, là, un vieux médicament qu'on utilisait là, quand j'étais résident là, pour le diabète, qu'on n'utilise plus pour le diabète parce qu'il y a trop d'effets secondaires, justement. Ça fait prendre du poids, des insuffisances cardiaques associées, des choses comme ça. Puis c'est quand même recommandé par bien les lignes directrices. Puis quand tu vas creuser un petit peu, ben, tu te rends compte qu'ils citent là, finalement, c'est une revue Cochrane de 2017 qui a étudié, il y avait 77 essais cliniques là, dans cette-là, il y avait 6000 quelques patients là, qui avaient des stéatoses hépatiques, puis finalement, aucun avantage au niveau mortalité, vraiment pas non plus d'avantage au niveau morbidité, puis plus d'effets secondaires là, associés avec le traitement.
Fait qu'on est vraiment en fait, pas une absence de données, dans des données qui montrent que ça n'a pas de bénéfice, ce médicament-là. C'est sûr que là, il y a plein d'autres médicaments là, qui sont en train d'être étudiés. J'ai vu des essais cliniques avec les GLP-1. Pour l'instant, c'est toutes des issues qui sont pas nécessairement cliniquement significatives. Là. Fait que, on n'est pas en train de parler de diminution de mortalité associée puis tout ça. On est beaucoup dans la perte de poids, dans les diminutions de score, justement, de fibrose à des fibroscans. Mais pour l'instant, là, puis c'est quoi? C'est-tu réellement le médicament qui est efficace pour la stéatose en soi ou c'est son effet sur la perte de poids finalement? Puis on retombe un peu dans notre pattern de ce que tu disais. Finalement, ce qu'il faut, c'est que ces gens-là perdent du poids. Puis là, ben oui, par la diète, puis par l'alimentation, c'est sûr, ça reste la base. Si vous lisez les lignes directrices d'Obésité Canada, c'est ça qu'ils vont vous dire aussi, c'est ça la base. Puis là, ben, ils vont vous rajouter certaines petites choses comme la psychothérapie, les chirurgies bariatriques, la médication maintenant avec nos GLP-1 de ce monde, là. C'est exactement ça. Les lignes directrices sont tous d'accord que, dans le fond, le traitement et la prévention, c'est la modification des habitudes de vie. Puis on parle d'une perte de poids de 5 à 10 %. Puis ensuite, quand on parle de molécules, la plupart des lignes directrices disent qu'il n'y a pas assez de données probantes pour parler fortement d'aucune molécule. Une des lignes directrices qui est sortie récemment a vraiment mis de l'avant les GLP-1, mais à mon avis, c'est encore tôt pour statuer là-dessus. Puis l'autre traitement qui est dans toutes les lignes directrices, c'est la chirurgie bariatrique. Donc, tout ça, c'est les méthodes de perte de poids. On est déjà là-dedans dans nos lignes directrices d'obésité, finalement. Oui. Il faut faire attention, par exemple, ce que j'ai appris comme cause de stéatose hépatique, c'est le fait de, le starvation, là, le fait de s'affamer, là, ça peut créer de la stéatose hépatique aussi. Là. Des fois, on voit les gens qui font du intermittent fasting aussi, on se pose des questions sur la perturbation du bilan hépatique. Mais oui, les gens à l'hôpital qui ont aussi une nutrition parentérale, ça peut être une cause. Mm-hmm. Fait que là, faire attention de ne pas faire perdre du poids trop vite parce que vous allez empirer finalement votre stéatose hépatique. Mais... On va conclure, en fait, on va revenir au cas. Monsieur Marshall, on lui a trouvé une stéatose hépatique à l'imagerie. Angie, t'aurais fait quoi avec lui? C'est toute une question. Je trouve que c'est tout un casse-tête quand on se trouve devant des lignes directrices pas claires. Mais je pense que la première chose que j'aurais faite, c'est bien sûr le rencontrer, lui annoncer le diagnostic, répondre à ses questions, puis lui expliquer que le traitement de ça, c'est des changements d'habitude de vie. Je suis toujours embêtée si je fais des prises de sang, et si on fait un suivi de ça aux années, une écho aux années. Je pense que dans le stade où est-ce que je suis jeune résidente encore supervisée, je le ferais. Mais je suis pas convaincue que c'est ça la meilleure chose à faire pour mon patient ni pour le système. Moi, je pense que vous m'avez déjà entendu, je déteste rendre mes patients malades pour rien. C'est un homme qui est asymptomatique de sa stéatose hépatique actuellement. Je comprends qu'il y a un risque de cirrhose sur un moyen-long terme qui est présent, mais qui demeure quand même relativement faible là, en proportion. C'est sûr que dans ce cas-ci, si on se rappelle, il y a deux grands facteurs contributoires assez francs, là, une obésité importante là, avec un IMC 45 et une consommation d'alcool. Les chances que vous retrouviez une hépatite C ou une maladie de Wilson qui se cache en dessous de ça, surtout considérant qu'il est quand même assez âgé, il y avait dans la cinquantaine, des maladies de Wilson, ça arrive plus là, chez les jeunes adultes. Puis il est asymptomatique. Normalement, la maladie de Wilson peut avoir d'autres symptômes aussi. Fait que c'est plutôt faible. Fait que, est-ce que j'y aurais fait un bilan ALT-BILI? Probablement, mais en même temps, ça va-tu vraiment changer ma conduite dans un deuxième temps? De toute façon, je le sais c'est quoi la conduite. C'est qu'il faut que je parle avec lui justement de prise en charge de sa santé cardio-métabolique. De toute façon, il vient de faire un infarctus, ce patient-là aussi, tu sais. Fait que, sérieusement, je pense que c'est vraiment du bruit, là, c'est ce genre de diagnostic-là dans un cas comme ça. Puis on finit par nuire à nos patients en les distrayant de ce qui est réellement important, en faisant des tests qui les amenent à se stresser, s'inquiéter avec une maladie qui, au final, peut-être va créer quelque chose dans plusieurs années, mais en même temps, si vous voulez diminuer ça, c'est pas en faisant des tests, ça va être en prenant en charge, en le traitant adéquatement le plus possible. On sait que c'est pas évident, là.
La perte de poids, là, c'est un autre aspect. Puis vous pourriez écouter nos autres tops qu'on a fait là-dessus. On en a parlé quelques fois, mais il y a des options, puis on peut en parler. Fait que je pense que moi, qu'est-ce que j'aurais fait avec ce monsieur il y a 1 an, c'est que j'aurais fait un bilan complet, puis des échos, puis un score FIB4, puis tout ça. Puis peut-être maintenant, j'aurais fait un bilan plus restreint, puis j'aurais passé plus de temps à faire un counseling sur ses habitudes de vie. Ben, je pense que c'est ça. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir de la stéatose hépatique, c'est qu'il ne faut pas chercher à surcomplexifier la chose, là. Puis tant qu'on n'a pas de données que de s'occuper de la stéatose hépatique, ça va changer des issues cliniques à nos patients, ben on n'aura pas de grandes données là-dessus. Puis je me sens pas plus outillée pour aider mes résidents. Finalement, je suis comme, OK, ben oui, c'est pouette. Puis tous tes patrons vont te dire de faire des choses différentes. Mais pourquoi est-ce que la réponse dans ces situations-là n'est pas de dire, ben relaxez, là. Tu sais, si c'est pas si clair que ça, pourquoi est-ce que de ne rien faire n'est pas une option? Bon point. J'avais une formation, là, tu sais, au début, la formation qu'on donne avec le CQMS s'appelle Pratique éclairée. Avant, ça s'appelait Don't just do something, stand there. Mais c'est vrai, là. Tu sais, à un moment donné, on est tout le temps dans il faut faire de quoi, vite, sauvons le patient. Ouais, mais en même temps, des fois, on leur nuit, justement. Puis là, c'est un exemple de ça. Je pense que la stéatose hépatique, en faisant des échos, vous allez avoir d'autres incidents à l'ombre que vous allez avoir à suivre des fois. Puis là, vous avez des kisses rénaux. Puis tu sais, finalement, tu vas peut-être lui enlever un rein à ce patient-là, puis tu vas juste comme faire en sorte qu'il va avoir une insuffisance rénale, puis tu ne vas jamais sauver son cancer. Samuel, Angie, est-ce que vous avez des messages clés pour nos auditeurs? Bien, je pense qu'un des premiers messages, c'est que la stéatose hépatique, c'est très fréquent, presque 1/3 de la population environ. Puis c'est la cause principale d'élévation des enzymes hépatiques, des ALT qu'on retrouve. Oui, c'est l'obésité qui est de loin la cause principale de la stéatose hépatique. Les causes secondaires sont bien sûr possibles, puis il faut y réfléchir, mais ils sont rares, certains. En tout cas, maladie de Wilson, on en a déjà parlé, puis on pense qu'une bonne histoire, une bonne anamnèse pourrait en exclure beaucoup. Dans les autres causes secondaires, peut-être considérer l'alcool, les hépatites C, l'hypertriglycéridémie, qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais qui était... Puis les médicaments. On a parlé de l'amiodarone, la corticostéroïde, le méthotrexate, puis le tamoxifène, puis en tout cas, on avait la liste un peu plus tôt. C'est asymptomatique, la stéatose hépatique. Puis peut-être la progression de la stéatose hépatique vers la cirrhose, mais c'est plutôt rare aussi. Il n'y a pas vraiment de très bonnes données. Je les ai cherchées, là. Chercher. Le meilleur qu'on a, peut-être 1 à 2% finalement des patients au total vont finir par faire une cirrhose associée à ça. Fait que j'espère que vous avez vraiment apprécié notre balado. J'espère que vous allez moins vous casser la tête avec la stéatose et que vous allez peut-être moins surmédicaliser. Ou qu'on les a peut-être plus mélangés aussi, je sais pas, Emma, parce que c'est ça, les gens, je sais qu'on aime avoir des recettes, mais bon, on aurait aimé ça, vous servir une recette, mais on n'était pas dans un restaurant, malheureusement. Mais merci beaucoup, Samuel et Angie, pour ce balado stéatose hépatique, quoi faire ou quoi ne pas faire, et à la prochaine! Bye! Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de notre balado diffusion. Cette série est produite par moi-même, Emma Glazer, avec la musique de Lee Rosevere. Si tu connais les données, déjà ça part, là, justement, comme la stéatose hépatique. Ça se fait, la décision partagée. Justement, il n'y a pas de données. En tout cas, moi, je vais présenter cette capsule à mes fellow residents. C'est notre plus grosse bête noire. On s'en parle comme une fois par mois, puis on est comme, on sait pas quoi faire. Pourquoi est-ce qu'on demande plein de tests? Nous sommes financés par le Réseau 1 Québec. Le Réseau 1 vous offre une panoplie de services, appels à projets, soutien à la recherche, webinaires et événements spéciaux et plus encore. Pour en apprendre davantage, visitez le www.réseau1quebec.ca.